Europe 1, mai 68. La révolte sur les ondes. Bonsoir, bienvenue non pas dans le débat d'Europe Soir, il sera à 20h avec Daniel Cohn-Bendit, mais dans l'anniversaire de mai 68, il y a 50 ans en effet, naissait le mouvement du 22 mars qui est à l'origine de la révolte. Thierry Geffrotin, vous allez nous plonger dans les événements de l'époque pendant 45 minutes grâce aux archives d'Europe 1 qui étaient, il faut le dire, en première ligne. Ah oui, alors je pourrais vous donner simplement le titre de ce tout sonore, ce documentaire radiophonique, Europe 1 mai 68, la révolte sur les ondes. J'ai tout dit, pratiquement. Je vais quand même ajouter qu'en effet, il y a des archives exceptionnelles qui nous montrent à quel point Europe 1 était sur le terrain pendant ces événements. C'est-à-dire que vous avez des reporters qui sont devenus de grands noms, Gilles Schneider, Fernand Choiseul, et puis des reporters plus chevronnés. Je pense à Julien Besançon, une grande voix d'Europe 1, André Arnaud, qui était sur l'antenne, qui tenait l'antenne. Et tout cela, il y a des archives qu'il a fallu numériser, parce qu'il y a des archives qu'on n'avait jamais entendues. Je vais citer aussi tous ceux qui m'ont accompagné pour cette aventure extraordinaire, je dois vous le dire. Fabienne Lemoine, la rédactrice en chef, épaulée par Jean-Gabriel Bourgeois, Sébastien Guilis, qui réalise ce doc formidable. Vous allez voir comment, sans images, la force des sons, et Julien Tarot, qui a restauré les archives, parce que croyez-moi, le service documentation et archives d'Europe 1 est riche de ces archives, mais parfois, il faut les restaurer. Je dois vous dire que c'est exceptionnel, parce qu'on se rend compte à quel point Europe 1 était présente. On a dit que c'était la radio des barricades, c'était pas seulement ça, c'est une radio responsable, et d'ailleurs, à la fin de ce doc, Maurice Siegel, le directeur général de l'époque d'Europe numéro 1, dit à quel point ça a été difficile de couvrir ces événements. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il y a une explosion des ventes de transistors. La télévision ne tient pas le rôle qu'elle a là, et puis surtout, elle est en grève. Oui, la télévision est en grève, elle couvre plus ou moins bien ces événements. C'est la voix de la France. C'est la voix de la France, et puis c'est l'époque, en effet, où il y a un bond spectaculaire dans l'achat des transistors. On écoute la radio, on écoute SLC, salut les copains, mais on écoute aussi les événements de mai 68. Et ce qu'on écoute, c'est ce que vous allez entendre tout de suite. Europe 1, mai 68. Reculez! Les étudiants chargent! La révolte sur les ondes. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu autant de violence. Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1. De Nanterre aux premières barricades. Tout commence le 22 mars 1968 dans un amphithéâtre de la faculté de Nanterre. Un étudiant nommé Patrice Louis assiste à une assemblée générale. L'ordre du jour, la libération de membres d'un comité dénonçant la guerre du Vietnam et arrêté après le saccage d'une agence de l'American Express à Paris. Avec son petit magnétophone, l'étudiant, qui deviendra journaliste un peu plus tard à Europe 1, enregistre un étudiant en sociologie qui prend la parole. Il s'appelle Daniel Cohn-Bendit. Pour que l'opinion publique parle de ce qui s'est passé, pour que l'opinion publique soit alarmée, nous proposons de ce soir une occupation d'un bâtiment de la faculté de Nanterre où nous resterions toute la nuit pour déterminer notre volonté que les victimes de la répression policière, que ce soit Xavier Langlade de la faculté de Nanterre, que ce soit Boult, membre du comité Vietnam national, ou que ce soit les étudiants de Caen, ou que ce soit les étudiants de Nantes, nous sommes désormais décidés à mener la lutte pour que tous ceux qui sont victimes de la répression soient libérés. Non, le problème de l'occupation toute la nuit, ça avait précisément aussi cet objectif de permettre de discuter d'une manière ininterrompue de tous ces problèmes. Je suis pas d'accord avec toi, Dani, comme tu dis, c'est simplement une action symbolique. C'est pas simplement une action symbolique parce qu'à ce moment-là, on pourrait faire d'autres choses spectaculaires, faire des communiqués dans la presse, faire appel à la Ligue des droits de l'homme, il y aurait beaucoup de trucs. C'est aussi une modification dans une certaine mesure du rapport de force. Dans la mesure où on a été capable, à partir du moment où le matin, 4 militants ont été arrêtés, de réunir ici 150 personnes pour faire une action qui sort un peu de l'ordinaire. Et ça, habituer l'administration d'une part, et la police d'autre part, à la réaction immédiate, c'est important. Et c'est pas seulement un problème symbolique. Des groupes d'action violente détériorent la faculté, essayent d'y imposer la terreur et développent chez les étudiants, comme dans le personnel, une crainte qui rend tout travail sérieux impossible. Nous avons ici peut-être des conditions et un milieu plus favorable pour une agitation de cet ordre, que je pense avoir des buts précis qui sont la destruction de l'université et qui reçoit probablement des soutiens et des consignes extérieures à l'université, mais c'est la destruction de notre institution qui est en vue. La fermeté du doyen de la faculté de Nanterre, confortée par le ministre de l'Éducation nationale, Alain Peyrefitte. Il y a eu des débordements de violence qui viennent de quelques dizaines d'anarchistes, d'enragés, comme ils s'appellent eux-mêmes, et il est tout à fait inadmissible que quelques dizaines d'enragés empêchent les 12 000 étudiants de Nanterre qui travaillaient avec beaucoup de sérieux
les empêchent de préparer leurs examens, occupent les amphithéâtres pour tenir des meetings, mettent à la porte des professeurs. Tout cela est parfaitement déplorable et c'est pourquoi la décision du recteur de l'Académie de Paris et du doyen de la Faculté des Lettres est tout à fait sage. Les cours vont reprendre rapidement au fur et à mesure que cette agitation sera tombée. Cette pause devrait permettre aux esprits agités de se calmer et de réfléchir. Le calme ne va pas revenir à Nanterre. La faculté est fermée, l'agitation se déplace à Paris et gagne la Sorbonne qui est occupée. La police procède à son évacuation le 3 mai. Désormais, la contestation est au cœur du quartier latin. Premiers affrontements entre étudiants et forces de l'ordre, avec aux avant-postes 2 reporters d'Europe numéro 1, Gilles Schneider et Fernand Choiseul. Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang. Reculez! Les étudiants chargent! Eh bien, les policiers ont reculé, même les CRS ont formé une espèce de toit avec leurs boucliers. Et ce sont maintenant les gardes de la gendarmerie et les CRS qui sont en train de charger avec des voitures, lançant de l'eau, des lances de pompiers, et les manifestants ne reculent pas. Au coin de la rue Soufflot et du boulevard Saint-Michel, il y avait des infirmiers de la Croix-Rouge. Les manifestations, ils connaissent ça. L'un d'eux m'a dit hier soir, cela fait longtemps que je n'ai pas vu autant de violence. Du côté policier comme du côté étudiant, on s'est battu avec hargne. Les étudiants ont même parfois chargé. J'ai même cru un moment que l'on frisait l'émeute. Les étudiants, pendant une demi-heure, avaient dressé une véritable barricade construite avec des pavés, des grilles qui protègent les arbres et des poteaux de signalisation. Quelques voitures en stationnement étaient placées en travers de la rue. Avec des pioches, les étudiants défonçaient le bitume. Un peu plus loin, des cars de police ont été pris sous une véritable pluie de pavés, de bouteilles. Les vitres des cars ont volé en éclats. Ça n'était plus de la bagarre, mais un véritable déchaînement de haine. J'ai vu par exemple allongée sur un banc une jeune fille, le visage blême, qui avait reçu un coup sur la tête. Un médecin se trouvait près d'elle pour la ranimer. Il demandait que quelqu'un téléphone pour appeler une ambulance, mais tous les cafés avaient fermé leurs grilles. D'un seul coup, les manifestants ils sont arrivés en trombe, ils voulaient tous rentrer à la fois. Le patron et nous, on s'est mis derrière les portes pour ne pas les laisser rentrer. Les gardes là, les RSS ou comment ça s'appelle ça, on ne sait rien, ils ont lancé les bombes à l'intérieur du café. Lundi 6 mai, une poignée d'étudiants s'apprête à comparaître devant une commission de discipline à la Sorbonne. Je proteste contre le terme d'enragé, parce qu'un enragé, c'est un chien enragé, c'est une bête malfaisance qu'il faut abattre. Quand il s'agit de jeunes gens qui ont une vingtaine d'années, employer ce terme, c'est inadmissible. Dire d'un être qui est enragé, c'est de la diffamation. Vous comprenez ? Ce sont des jeunes gens exaltés. Mais enfin, est-ce que nous n'avons pas eu 20 ans nous-mêmes ? Est-ce que nous n'avons jamais été exaltés à 20 ans ou enthousiastes ? Ils m'ont reproché ma participation au mouvement du 22 mars et l'occupation des locaux administratifs. Ils m'ont en plus reproché quelques sabotages de cours, mais en fait, ils n'ont pu présenter absolument aucune preuve, ce qui fait que cette accusation-là saute. Mais le fait important est que vis-à-vis de cette occupation, nous sommes 7 inculpés et le mouvement a été fait par 142 personnes, puisque ce mouvement s'appelait aussi le mouvement des 142. Daniel Cohn-Bendit, votre chef? Non, Cohn-Bendit n'est pas notre chef. Cohn-Bendit a été transformé en leader par la presse, d'une part. Il a peut-être un peu joué ce rôle, il a même sans doute joué. Ceci dit, il n'est pas représentatif. Nous le représentons nous-mêmes, chacun. Il y a une manifestation de prévue ce soir, je crois, à 18h30. Oui, je crois. Vous en serez? Naturellement. Que comptez-vous faire? Casser la gueule au plus de flics possible. Le préfet de police est sur le terrain, aux côtés de ses hommes, toujours prêt aussi à dialoguer avec les étudiants. Maurice Grimaud va devenir un homme clé, certains diront un héros de ces journées de mai. Ce matin, les forces de l'ordre qui gardaient la Sorbonne, à la demande des autorités universitaires, avaient comme consigne d'assurer la garde et la préservation de ce périmètre, pour éviter que des manifestants ne puissent venir aux abords immédiats de la Sorbonne, forcer éventuellement les portes de la Sorbonne. Donc les précautions avaient été prises et un service d'ordre assez impressionnant avait été mis en place. On me le reproche, et à côté de moi, à ma gauche, des interlocuteurs, de jeunes interlocuteurs qui me le reprochent et qui pensent qu'il aurait mieux valu ne pas avoir ce service d'ordre aussi visible. Dans l'énervement, il est vrai, des étudiants vous l'ont dit tout à l'heure, j'étais présent, on peut reprocher aux policiers d'avoir tapé un peu n'importe où. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en sais rien, je ne peux pas dire, j'étais pas au moment où les policiers ont tapé. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi qu'on comprenne que la tâche d'un policier dans des journées comme celle-ci est particulièrement dure et difficile. On attend d'eux qu'ils gardent un parfait sang-froid pendant plusieurs heures
Et pendant ces heures-là, ils sont insultés, et j'ai entendu les insultes qui leur sont faites et qui ne sont pas agréables. Il n'est jamais agréable de s'entendre traiter de SS. Ils ne sont pas SS, ils ont l'allure. L'étudiant intervient. Vous voyez le genre de réflexion. Quelle allure voulez-vous qu'ils aient? À partir du moment où on met à quelqu'un un casque et une matraque à la main, il a l'air d'un policier. C'est une allure qu'ont tous les policiers du monde. Voilà. Vous verrez les photos. Le préfet de police répond là à un étudiant. On pourrait mettre des policiers avec des petites ailes et un morceau de sucre à la main. Beaucoup de professeurs ont déclaré que si la police n'était pas rentrée vendredi dans la Sorbonne, tous ces événements ne se seraient pas produits. À votre avis, était-il nécessaire que la police intervienne ce jour-là? Le recteur a estimé à un certain moment que l'ordre était gravement troublé à l'intérieur de la Sorbonne et il a demandé au service d'ordre d'intervenir. Le service d'ordre est intervenu, a procédé à l'évacuation de la Sorbonne, qui s'est passée d'ailleurs, je dis, sans brutalité, de part et d'autre. L'évacuation s'est faite sans brutalité. Il est certain qu'à partir de ce moment-là, on peut penser que cette évacuation par la force de la Sorbonne a sûrement, en effet, contribué à échauffer l'atmosphère, puisque les incidents ont commencé à partir de ce moment. Monsieur le recteur, ces manifestations violentes du groupe d'étudiants extrémistes, certains les prennent au sérieux, d'autres les désavouent. On dit qu'ils ne représentent pas la majorité des étudiants, mais c'est indéniable, ils sont l'expression d'une crise de l'université. Eh bien, je pense qu'il faut d'une part les prendre au sérieux et d'autre part les désavouer. Quand j'ai affaire à des groupes d'étudiants qui ont montré hier, en dehors de la Sorbonne, qu'ils avaient, disons, un très solide entraînement en matière de possibilités, disons, de guérilla, pour ne pas dire mieux, n'est-ce pas, qu'ils annoncent qu'ils empêcheront l'université de fonctionner, eh bien, je suis tout de même obligé de considérer que des mesures de précaution sont obligatoires. Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1. Je considère qu'en tant que Française, je peux me permettre de protester. Ce beau quartier de Paris encore va souffrir. Bilan de ces premières manifestations, 600 blessés, plus de 400 interpellations. En 2 jours, on est passé de 6 000 à 20 000 manifestants. Europe 1, mai 68. La révolte sur les ondes. Alors écoutez-nous 24 heures sur 24 si vous en avez le loisir, et après vous nous direz, vous nous ferez des reproches. La révolte sur les ondes. J'espère vivement que ce contact n'ira pas jusqu'à un affrontement. Il nous faut des bandes, il nous faut des antiseptiques. La contestation étudiante grandit jusqu'à la nuit des barricades. Sur Europe numéro 1, en plus des reportages sur le terrain avec Fernand Choisel, Gilles Schneider, Alain Cancès et Bernard Soulet, les débats se multiplient et la parole est donnée aux auditeurs. Europe numéro 1. Nous allons parler maintenant avec nos amis à l'écoute. Un premier auditeur arrive en direct sur les ondes. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir messieurs. Le grand public ignore trop souvent les causes du malaise. Il n'est pas rare d'entendre cette remarque. Les étudiants feraient mieux d'employer leur force à travailler pour préparer leurs examens. Or, il n'est pas rare non plus de constater que des étudiants munis de diplômes n'obtiennent pas les emplois auxquels ils peuvent prétendre. Allô, vous êtes sur les ondes d'Europe numéro 1. C'est à vous de parler. Je suis étudiant. J'ai ressenti un certain malaise aussi dans mes études parce que je pense que l'université a besoin de s'adapter. Je me suis documenté sur les manifestations en allant sur les lieux, en lisant la presse et en écoutant la radio. Je demande quelle forme de dialogue propose-t-on, sans passer par des organisations étudiantes, car beaucoup d'étudiants n'adhèrent pas à ces mouvements et de ces contacts seraient exclus évidemment les gens qui veulent rendre le dialogue difficile. Alors la conversation continue par téléphone et puis nous l'interrompons si c'est nécessaire, si Fernand Choisel a quelque chose d'important à nous dire. Dans la cour de la faculté des sciences, le reporter d'Europe numéro 1, Bernard Soulet, assiste à la formation d'un cortège qui va recevoir des consignes très strictes des organisateurs. À toi, attention, on va t'appeler. Bernard Soulet, oui, on va l'appeler. C'est Choisel qui lui dit attention, on va t'appeler, mais Bernard Soulet, ça y est, vous êtes appelé. Alors André Arnaud, oui, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Il y a devant moi à peu près 4 à 5 000 étudiants et Jacques Sauvageau, le vice-président de l'UNEF, vient de demander à tous les étudiants qui sont là, donc 4 à 5 000, de se rassembler en un cortège pacifique et d'aller jusqu'à la Sorbonne. Mais ils ont bien insisté, à la moindre provocation, ont-ils dit aux étudiants, obéissez au service d'ordre. Allô, vous êtes en direct. Allô? Oui, c'est à vous. Comment se fait-il que sur Europe numéro 1, qui d'habitude nous informe d'une manière complète et totale, nous avons un peu l'impression, si vous voulez, que nos problèmes, nos difficultés sur Europe que nous écoutons régulièrement, n'ont pas pu être exprimés par des étudiants comme nous qui seraient venus dire un peu ce que nous ressentons et que c'est des gens, ce n'est pas un reproche, mais ce sont des gens de votre génération
qui finalement exprime ce que nous ressentons. C'est parce que vous n'avez pas écouté régulièrement, monsieur, parce que monsieur Sauvageau s'est exprimé au cours d'Europe Midi dans notre émission. Alors, parce qu'on ne vous parle pas de ce que vous attendez dans une émission et que vous n'avez pas entendu les autres, vous dites que vous n'êtes pas objectif. Alors, écoutez-nous 24 heures sur 24 si vous en avez le loisir, et après, vous nous direz, vous nous ferez des reproches. Europe numéro 1, radio de débats animés et de rencontres surprenantes, ce soir-là le 7 mai, entre un leader de la contestation étudiante et un prix Nobel de physique. Je vous rappelle que ce soir répond à vos questions le professeur Kastler, prix Nobel de physique. Oui, c'est à vous maintenant. Vous nous Bonjour monsieur Kastler, ici donc un de ces affreux meneurs. Je m'appelle Cohn-Bendit. Et d'abord une question très brève. Que pensez-vous des poursuites universitaires et des menaces d'expulsion? Vous admettrez qu'il est normal qu'il existe dans un établissement d'éducation nationale un conseil de discipline qui est à juger des faits qui interviennent au cours de l'année. N'est-il pas constitué par les professeurs de ces étudiants? C'est-à-dire que ce sont les professeurs de la faculté de Nanterre qui ont affaire avec ces étudiants malpropres, barbus, mal rasés, qui ne se lavent pas, que ces professeurs discutent avec leurs étudiants. Bon, nous allons joindre le quartier latin car Fernand Choisel, je crois, maintenant est en ligne. Pour l'instant, les deux adversaires se regardent, ce n'est pas l'affrontement. En effet, en tête du service de police, il y avait monsieur Maurice Grimaud, le préfet de police, qui m'a dit quelques mots. Écoutez. La descente du boulevard Saint-Michel aujourd'hui par un groupe important, vous avez vu le groupe qui s'est formé tout à l'heure, m'a paru, encore une fois, vouloir jouer avec le feu, et j'ai conseillé aux dirigeants de l'UNEF de choisir un autre itinéraire, pensant qu'il y avait d'autres possibilités de manifester, et de manifester sans aucune entrave de la part de la police. Alors pour le moment, vous avez vu qu'ils sont venus ici jusqu'au contact du service d'ordre, mais j'espère vivement que ce contact n'ira pas jusqu'à un affrontement. L'appel du préfet de police sur Europe numéro 1 ne sera pas entendu. 3 jours plus tard, le 10 mai, le quartier latin sera le théâtre d'une nuit d'échauffourée et de violence qui restera dans l'histoire sous le nom de Nuit des barricades. Daniel Cohn-Bendit est en première ligne, il est 21h. Ce sont aux manifestants eux-mêmes de s'auto-organiser, c'est-à-dire de voir comment faire les barricades, de la faire de telle manière que vous soyez à distance respectable de la police, ne la faites pas n'importe où, voyez les positions stratégiques et après faites vos barricades. Allez occuper les quartiers latins. Camarades, partout, dans tout le quartier latin, il a été construit des barricades. Je crois que nous avons tous intérêt, non pas à chercher à la bagarre, mais à chercher à se défendre. Voilà. Je sais pas. Une barricade. Avec quoi? Laissez continuer là. Pour dépaver une rue, il y en a pour prendre. Oui, je sais, oui. Il y ait des pavés autour des barricades, mais c'est qu'il y ait des groupes aussi qui discutent politique. Et ça se fait pas si on a la rage de dépaver. 2h15 du matin. Fernand Choisel, allez-y. Allô, eh bien, je peux vous donner la signification des explosions que vous avez entendues. Ce sont des espèces de grenades qui ont pour but d'incendier les barricades. En effet, la plupart des barricades ont été explosées avec du bois. Et il y a déjà une barricade qui brûle et je vois un incendie qui se déclare de l'autre côté de l'autre barricade. Et maintenant les barricades sont en feu. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Fernand Choisel. Oui, qui m'appelle? Moi ici, j'ai Sauvageau dans la voiture, je vous le passe. Allô, Sauvageau? Oui, Sauvageau ici, oui. Oui, non, je voulais vous demander, à vous, leader de l'UNEF, comment vous considériez l'évolution de la situation et où vous en étiez? Bien écoutez, jusqu'à présent, les étudiants étaient restés extrêmement calmes. Il n'y avait eu absolument aucune provocation. C'est la police qui actuellement se met à charger. Et actuellement, elle est en train d'envoyer toute une série de grenades lacrymogènes. Mais Sauvageau, vous m'avez l'air d'un homme posé et conservant son sang-froid, dans la mesure où les forces de police feraient des sommations par haut-parleur pour vous demander de reculer. Quelles consignes donneriez-vous à ceux qui vous suivent? Eh bien, écoutez... C'est important, donne le micro. À qui? À moi, ici, vite. Mais pourquoi? Mais c'est pas du parapluie. Bon, écoutez, je passe le micro à Cohn-Bendit. Oui. Écoutez, je prends le micro parce que je viens de la première barricade. Oui. La police envoie en ce moment des grenades avec du chlore et tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'en ce moment, de deux choses l'une, les manifestants ne pouvant se retirer, ou c'est le massacre, et il sera pire qu'à Charonne, où la police arrête. Alain Cancès. Et à l'instant, j'ai vu des riverains de la rue Gay-Lussac qui manifestaient leur mécontentement. Quelques CRS ont tiré des fusées et des grenades lacrymogènes à l'intérieur des appartements.
Non, je pense que les CRS n'ont pas tiré à l'intérieur des appartements, qu'ils ont tiré en direction des barricades et qu'il y a des grenades qui sont tombées dans les appartements. Non, il n'y a absolument aucun doute. Des gens étaient à la fenêtre et les ont insultés. Et les CRS ont répondu en envoyant en direction des fenêtres pour avoir le 6e étage pour le viser, des grenades lacrymogènes. Alain Gesmar, l'appareil. Nous avons demandé à nos camarades de décrocher des barricades faibles et de tenir derrière les barricades fortes, bien sûr. Pour l'instant, il est clair que le gouvernement a le choix entre massacrer les professeurs et la jeunesse universitaire ou faire retirer immédiatement ces flics. Fernand Choisel. Vraiment les yeux qui me piquent. L'objet de cette explosion, vous avez entendu une autre explosion, là je pense une troisième maintenant, qui se propage maintenant tout au long de cette barricade, tandis que les forces de police lancent des grenades lacrymogènes, obligeant ainsi les étudiants à reculer. Nous-mêmes, nous sommes obligés de reculer maintenant. Bien, dites-moi, je sais bien qu'il ne faut pas être pessimiste, mais enfin, avec ces jets de grenades, avec ces affrontements qui ont tendance à se multiplier, je voudrais signaler à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a un centre de soins pour les étudiants blessés qui se situe 4 rue 4 Phages, Paris 5e. Fernand Choisel. Oui, Jacques Paoli, je vous appelle car je suis à l'Institut Poincaré où un centre de secours a été confectionné et j'ai près de moi un médecin. Vous avez reçu de nombreux blessés ici. De quoi souffre-t-il? Eh bien, il souffre d'abord de brûlures oculaires avant tout et quelquefois de cécité probablement transitoire, de brûlures respiratoires avec suffocation et puis de traumatismes qui sont tantôt des simples contusions, mais on a vu une main entièrement coupée, 3 jambes cassées là en une demi-heure et quelques autres traumatismes plus bénins et 1 ou 2 comas. Bien, alors vous tous qui êtes à l'écoute, vous tous qui êtes médecins, qui êtes pharmaciens ou infirmiers, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Jacques Monod, prix Nobel, qui voudrait prendre le micro. Je suis au milieu des manifestants et des barricades. Il y a 1 heure, j'ai eu une longue conversation avec M. Perfit. Je lui ai donné un dernier avertissement, à savoir que dans les circonstances présentes, il était impossible de ne pas nous sentir totalement solidaires des étudiants. La situation est dramatique. Monsieur le professeur Monod, vous avez, du poids, vous êtes un homme qu'on ne peut pas négliger. Si vous arrivez jusqu'à un service d'ordre et que vous expliquez qu'il y a des blessés à transporter à la périphérie, des volontaires... C'est ce que j'essaye de faire. Tâchez de faire savoir au service d'ordre que j'essaye de les joindre. J'espère... qu'il faut qu'ils laissent les blessés partir. Bien, merci messieurs, on va tenter de faire le point. Oui, Gilles Schneider. Les jeunes nouveaux là ici en ce moment, vous l'entendez peut-être? À environ 30 mètres de moi, on a beaucoup de mal à parler car la fumée des incendies plus des grenades, on est obligé de prendre son mouchoir pour pouvoir parler. Gilles Schneider, Gilles Schneider, pas d'héroïsme intempestif, mais installez-vous à un endroit où vous pouvez nous rendre compte correctement de la situation sans prendre trop de risques. La nuit n'est pas terminée, nous avons besoin de vous. 4 heures du matin. De tous les horizons de ce quartier latin, nous parviennent maintenant des SOS. Je crois que le mot n'est pas trop fort, des SOS. Le dernier que j'ai sous les yeux, de toute urgence, apporter du matériel de soins et des soins de première urgence. Il nous faut des bandes, il nous faut des antiseptiques, il nous faut des désinfectants, il nous faut des aiguilles, il nous faut du fil pour suture, il nous faut des ambulances pour la place Toin. Et j'avais tout à l'heure des radiotaxis. Je pense qu'ils sont branchés sur Europe numéro 1 et qu'ils nous écoutent. Pelletan 22-22 en particulier. On a besoin d'eux là-bas parce que place Toin, on a rassemblé de nombreux blessés qui appartiennent à la fois aux manifestants et aux forces de l'ordre. Les manifestants sont toujours sur place, derrière les barricades qui sont encore debout, mais qui sont de moins en moins nombreuses, car les policiers ont progressé derrière des rideaux de gaz lacrymogène, et on est arrivé à un point où Cohn-Bendit, le leader du mouvement du 22 mars, ce garçon a appelé il y a quelques instants Georges Leroy pour lui donner un message. Oui, écoutez l'appel que nous venons de recevoir de Cohn-Bendit. J'appelle tous les manifestants à se retirer du quartier latin. Vu la cruauté de la police, il n'est pas nécessaire de mener des combats d'arrière-garde. Le pouvoir a essayé de frapper durement le mouvement étudiant, n'a pas dispersé une manifestation, mais l'a durement, violemment attaqué, qu'en se croyant en guerre civile. J'appelle donc tous les syndicats, tous les partis de gauche faisant partie de l'opposition, de se mettre en grève générale à partir de la journée de lundi pour justement montrer leur solidarité avec les étudiants et les jeunes travailleurs. Bon, on peut dire maintenant que la manifestation, dans tous les cas sur le plan officiel, telle que l'a traduit l'agence France-Presse, est terminée. À 5h20, je cite l'agence France-Presse, les combats étaient terminés, les forces de police s'étaient rendues maîtres du quartier latin. Le samedi 11 mai, en fin de matinée, le préfet de police, Maurice Grimaud, fait un bilan de la nuit des barricades.
Il y a 367 blessés, 4 étudiants et 18 policiers sont dans un état grave, près de 500 interpellations. Il a fallu un extraordinaire sang-froid aux responsables du service d'ordre, à tous les commissaires qui étaient sous mes ordres, il y a tous les officiers de paix, il y a tous les officiers de CRS et de gendarmerie, pour que nous n'ayons pas des conséquences dramatiques et sanglantes à ces événements. C'est d'ailleurs pour cela que cette opération de nettoyage a été longue. Elle aurait été beaucoup plus courte si en effet j'avais autorisé à employer certains moyens. Nous ne l'avons pas voulu, nous n'avons pas eu de mort et qu'il n'y a pas eu de mort non plus du côté de ceux qui nous attaquaient. Europe 1, mai 68. La révolte sur les ondes. Europe 1, mai 68. Le désordre est là. L'aventure est devant nous. La révolte sur les ondes. La réforme, oui. La chienlit, non. Il n'y a absolument pas lieu de céder à la panique. Le pouvoir essaie de reprendre la main, mais c'est l'embrasement. La paralysie gagne le pays. Après la nuit des barricades, le gouvernement tente de calmer le jeu par la voix du Premier ministre. À peine rentré en France, Georges Pompidou, qui a suivi les événements tout au long de son voyage officiel en Iran et en Afghanistan, prend la parole. Nous sommes dans la nuit du dimanche 12 mai. Il annonce la réouverture de la Sorbonne et lance un appel à un apaisement total. Réponse du syndicat national de l'enseignement supérieur par la voix de son secrétaire général, Alain Gesmar. Nos organisations soulignent avec force devant l'opinion qu'une telle déclaration aurait pu être faite depuis plusieurs jours. Tout ce qui s'est passé ouvre la possibilité d'entamer à l'université et dans les lycées la critique de l'université et par elle et à travers elle de la société. Entendez-vous, Jacques Paoli? Oui, je vous entends, Pierre Lavitte. Je crois qu'il est bon de revenir sur ces différents points, d'en faire une rapide analyse afin que ceux qui nous écoutent soient parfaitement au courant. Ces associations d'étudiants considèrent que la prise en considération de leurs revendications constitue pour eux un important succès. Dès demain matin, nous reprendrons l'analyse de ces différentes prises de position. Je vous signale que nous en avons reçu une en dernière minute. La CGT considère que cette déclaration n'est pas de nature à modifier la décision de grève et de manifestation prise pour la journée de lundi. Le lundi 13 mai, jour de la première grève générale. À l'époque, Édouard Balladur est membre du cabinet du Premier ministre. En 1998, 30 ans après, il se souvenait sur Europe 1 de la stratégie de Georges Pompidou. Alors, ce qui a été très frappant dans cette affaire, c'est qu'il a débarqué d'avion avec une idée très claire de ce qu'il voulait faire. Son discours était quasiment fait, il avait arrêté sa position de loin. C'est-à-dire qu'il considérait que le moment était venu de faire une concession décisive pour voir s'il y avait une chance ou pas d'arrêter le mouvement. Et ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que le mouvement ne s'est pas arrêté, qu'il s'est amplifié, qu'il s'est politisé et qu'il s'est syndicalisé. Prenons nos désirs pour des réalités. C'est l'un des slogans de mai 68. C'est aussi la volonté des leaders du mouvement qui veut s'ouvrir à toute la société française. La Sorbonne est le lieu de tous les débats. Nous voulons que ce centre de discussion soit un lieu de critique et en même temps un lieu d'élaboration, tout devant se passer bien sûr dans le calme. Il ne s'agit pas d'en faire un bastion, il s'agit d'en faire un centre de discussion ouvert et parfaitement pacifique. Il est question d'appeler à la Sorbonne tout le monde qui veut bien venir voir ce qui s'y passe, tout le monde qui veut bien participer à nos travaux. En premier lieu d'ailleurs, nous serions très heureux de pouvoir recevoir largement la population du quartier. Vous êtes le pianiste de Bobby Lapointe. C'est ça, ouais. Quel effet ça vous fait de jouer du piano comme ça, du jazz sur un grand piano à queue, dans une cour aussi solennelle, celle d'une vieille université comme la Sorbonne? Je trouve ça assez hétéroclite, c'est pour ça que ça m'amuse un peu d'ailleurs. Jean-Paul Sartre est face aux étudiants. Le journaliste d'Europe numéro 1, Gilles Schneider, enregistre l'intervention du philosophe qui soutient le mouvement. Il a fallu que la bourgeoisie se casse en deux. C'est-à-dire que vous vous désolidarisiez tous de vos pères pour aller du côté des classes qu'ils ont contribué à exploiter. Il est évident que ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas simplement une union des opprimés, mais c'est que les fils de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie s'unissent aux ouvriers pour un programme révolutionnaire.
Vous êtes étudiant? Non, non, je suis ouvrier. Alors nous sommes actuellement dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Il y a des étudiants qui sont en train de discuter, on doit les entendre, en bruit de fond. Vous êtes intervenu? Non, j'ai pas l'intelligence comme eux de parler. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis à la régie Renault. Qu'est-ce qu'ils ont dit en gros au cours de ces discussions? Eh ben, ils ont dit qu'ils devaient chercher un professeur, mais alors des bons professeurs, vous voyez. Comme nous, on devrait avoir des bons contremaîtres à l'atelier. Alors au fond, pour vous les contremaîtres, pour vous les professeurs, c'est un petit peu le même problème. C'est le même problème, c'est le même problème. Le 18 mai, le général de Gaulle décide d'abréger son voyage officiel en Roumanie et rentre à Paris. Le lendemain, furieux de la situation, il réunit le Premier ministre, Georges Pompidou, et plusieurs membres du gouvernement. À l'issue de la réunion de crise, le ministre de l'Information, Georges Gorce, répond aux questions des journalistes. Il cite le général avec une formule qui va faire date. Ce que je peux vous dire, c'est que le général de Gaulle a conclu cette réunion par le mot suivant: la réforme, oui. La chienlit, non. Les grèves avec occupation d'usines se multiplient. À Renault-Billancourt, à la SNCF, dans les centres de tri postaux. Sur Europe numéro 1, les leaders syndicaux sont les invités d'André Arnaud. Georges Segui, secrétaire général de la CGT, monsieur Eugène Descamps, secrétaire général de la CFDT. Ils sont là pour répondre à vos questions, aux questions de ceux qui font Alma 9000 pour leur parler. Après le déclenchement de la révolte étudiante, vous avez pris le train en marche. Pourquoi, Eugène Descamps? On ne peut pas dire que nous avons pris le train en marche, parce que depuis 2 ans, il y a eu une action syndicale intensive. Ce qu'il faut dire, c'est que le mouvement étudiant, et particulièrement la répression, a servi de détonateur. Et un certain nombre de militants syndicalistes qui avaient fait des grèves, disons, de type classique, ont considéré qu'il était indispensable de prendre des moyens plus durs. Et ces moyens plus durs, ce fut l'occupation d'usines. Sur l'antenne, la parole va être donnée à un auditeur pas comme les autres qui va interpeller les 2 leaders syndicaux. Allô? À qui voulez-vous parler? Monsieur Segui. Oui? Ici, monsieur Duvochel, directeur de l'usine Sud-Aviation de Nantes. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Je voudrais savoir ce que vous pensez du fait que je sois détenu depuis plus de 4 jours, retenu, dirons-nous, avec une vingtaine de cadres. Avez-vous demandé à sortir de l'usine? Oui. Est-ce que ça vous a été refusé? Oui. Nous sommes en train de prendre des mesures pour que de telles choses ne se renouvellent pas. Je vois que vous disposez quand même de la ligne téléphonique de votre entreprise. C'est exact, je le dis. Oh, c'est déjà une grande liberté. Oui, Monsieur Descamps, voulez-vous ajouter quelque chose? Je pense que la position de la CGT et la position de la CFDT sont identiques sur ce plan. Je rappellerai quand même aux chefs d'entreprise qui se plaignent actuellement de quelques petites misères, parce que ce sont quand même en définitive des petites misères, que lorsqu'ils licencient les délégués syndicaux, on ne fait pas tant d'histoires. Voyez? Alors, il y a problème, nous essayons de les régler avec beaucoup d'humanité, mais de grâce, si nous sortions le dossier de toutes les exactions du monde patronal à l'égard du monde des travailleurs, nous en aurions des tonnes. De toute façon, ce que prouvent ces premiers jours, n'est-ce pas, c'est que la tentative d'endiguer le mouvement, de le circonscrire dans la sphère étudiante et universitaire, n'a pas marché parce qu'il était déjà trop tard. Et que l'embrasement a gagné la sphère sociale et syndicale et la sphère politique, si bien qu'à partir du 13 mai, ça a été la paralysie progressive de la France. Madame, vous vendez des tomates, des artichauts Des artichauts, monsieur, pas de tomates, parce qu'en ce moment, on n'en trouve pas. Elle est trop chère. Il n'y a pas d'arrivage. Les ports sont bloqués. Jusqu'à présent, ça a été bien, les arrivages, mais demain, on ne sait pas ce que ça peut faire. Ce matin, les gens attendaient devant la porte de la banque avant l'ouverture et une fois que les portes ont été ouvertes, tous ces gens sont rentrés et d'autres sont arrivés, si bien qu'il y avait encore des files d'attente à l'extérieur. Nous commençons à être à sec. Enfin, ça va être réapprovisionné. Il n'y a absolument pas lieu de céder à la panique. Alors, il n'y a pas de problème pour l'essence? Il y a un problème, si. Il y a le problème de ravitaillement de nos stations-service. Ce sont des chauffeurs qui appartiennent aux sociétés de pétrole. Alors, évidemment, si ces chauffeurs-là se mettent en grève, là, évidemment, nous n'avons plus de carburant. Ainsi, depuis hier soir, les pompistes de Nantes ont tous mis leurs clés sous la porte, plus une goutte d'essence. Leurs alter-ego et confrères rennais, de leur côté, commencent depuis ce matin à rationner. Le désordre est là. L'aventure est devant nous. Il s'agit de savoir si l'on veut arrêter l'un, comme je l'ai proposé. Il s'agit de savoir si l'on veut éviter l'autre, comme nous y sommes décidés. À vous, mesdames et messieurs, chacun en vous-même et dans votre conscience, d'en décider ce soir. Le Premier ministre, Georges Pompidou, intervient plusieurs fois à l'Assemblée nationale, en particulier le 22 mai lors du vote de la motion de censure déposée par l'opposition parlementaire. Motion rejetée,
le gouvernement n'est pas renversé. Le 21 mai, le nombre de grévistes était de 4 millions. Le lendemain, il va doubler. Il sera de 8 millions. Europe 1, mai 68. La révolte sur les ondes. Europe 1, mai 68. La photo de Paris à cette heure-ci, c'est un désordre incommensurable. La révolte sur les ondes. Je vous demande de rejeter la haine. Non, non, à De Gaulle. Plus rien ne semble sous contrôle. Le général de Gaulle disparaît. Nuit et jour, les reporters d'Europe numéro 1 sont sur le terrain. Alain Cancès, Pierre Lavigne, Fernand Choiseul, Gilles Schneider et Julien Besançon, qui constatent le fossé qui se creuse entre étudiants et syndicats. Du côté de la CGT, du Parti communiste, coup d'arrêt, attention, provocateur, l'on craint qu'il y ait des manifestations dans la rue qui débouchent sur quelque chose qui ne serait pas contrôlable de leur point de vue. Jeudi 23 mai. Alain Gesmar, après la manifestation d'hier au soir, il y a eu des bagarres. Vous désavouez ces bagarres ? La manifestation d'hier s'est déroulée dans un calme parfait, dans une discipline parfaite. Nous avons noté, comme tout le monde, que plusieurs heures après, un certain nombre de groupes se sont heurtés aux forces de répression. Et nous disons que dans le climat de tension actuel, nous les comprenons parfaitement. Ce n'est pas à notre appel, ce n'est pas sous notre contrôle que ça s'est passé. Mais nous n'entendons pas leur infliger un désaveu. La prochaine fois, c'est pour quand et comment ? La prochaine fois, c'est pour demain. Demain soir, au moment même où le général de Gaulle va faire un discours. Nous sommes le 24 mai. Place de la Bastille, le traitement réservé par les forces de l'ordre aux étudiants et à la CGT n'est pas le même. Alain Gesmar, Jacques Sauvageau en tête vont parlementer. Laissez-nous passer, la CGT est bien passée tout à l'heure. Non, répondent les CRS. À ce moment-là, on sent, et je crois vous l'avoir dit à ce moment-là, il était 8h moins 5 environ, on sent qu'il va de nouveau se passer quelque chose. Il n'est pas possible, compte tenu de l'ambiance de la rue de ces derniers jours, que cette masse de 40 000 personnes puisse simplement, à ce moment-là, dire bon, eh bien tant pis, on rentre chez nous. Il est 20h, le général de Gaulle prend la parole à la télévision et à la radio. Une sorte de silence étrange et très impressionnant se fait sur ces 40 000 personnes. L'on entend des quelques transistors qui sont là sortir la voix du général de Gaulle qui est écoutée dans un silence parfait. Aussi bien d'ailleurs du côté des CRS que du côté des manifestants. Et puis, sur les dernières phrases du général de Gaulle, quelques cris. Au moment de la Marseillaise, sort l'Internationale et presque immédiatement, en 2-3 minutes, la première barricade s'élève, la seconde barricade s'élève et des barricades solides. Alors, en l'espace de quelques minutes, tout a changé ici. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais de calme. Maintenant, les manifestants commencent à dépaver. Actuellement, je ne sais pas, je ne vois pas si un service d'ordre peut contenir ce qui se passe. Depuis 2 jours, les reporters d'Europe numéro 1 sont privés de radiotéléphone. Ils ont été coupés sur ordre du ministre des PTT. Pour intervenir sur l'antenne, ils utilisent les téléphones des particuliers ou traversent tout Paris pour rapporter leur reportage à la rédaction. Cette nuit-là, il est 3h du matin, Julien Besançon décrit ce qu'il vient de voir. La photo de Paris à cette heure-ci, c'est un désordre incommensurable, invraisemblable, dont il est impossible actuellement de tirer sur l'instant autre chose que cette image d'un immense désordre, sans ligne directrice, sans qu'il soit possible d'en tirer des lignes de force. Le ministre de l'Intérieur, Christian Fouché, identifie 2 types de manifestants qui cherchent à tout prix la violence. La première catégorie, c'est la pègre. La pègre qui est en train de sortir du fond même des pavés de Paris. Et puis, il y a les anarchistes. Je peux vous dire que j'ai la preuve formelle qu'il y a là quelque chose de délibéré et de dangereux. Dans la nuit du 25 mai, à Lyon, un commissaire de police, René Lacroix, trouve la mort après avoir essayé de freiner la course d'un camion lancé contre les forces de l'ordre. Quelques heures plus tard, un appel à la paix et à l'unité est lancé par une personnalité qui n'est ni universitaire, ni politique, ni syndical, l'archevêque de Paris, Monseigneur Marty. Dans les jours qui viennent, que tous aient le courage de réfléchir pour maîtriser avec leur raison le jeu des forces anarchiques. C'est comme évêque que je vous parle. De toute ma conviction, je vous demande de rejeter la haine. Le 25 mai, pour sortir de la crise, le gouvernement choisit de réunir autour d'une même table les syndicats et les représentants patronaux sans les étudiants. 2 journées de négociations qui vont déboucher sur les accords de Grenelle. Le Premier ministre, Georges Pompidou, se félicite de ces accords. Quelle que soit
les inconvénients ou les difficultés qui ne manqueront pas éventuellement de résulter pour nos entreprises de certaines décisions prises, de même que pour le budget de l'État, j'estime que nous avons atteint un résultat de première importance et qui doit permettre la reprise du travail dans des conditions aussi rapides que le permet la technique. Augmentation du salaire minimum de 35%, de 10% en moyenne des salaires, création par entreprise d'une section syndicale, insuffisant pour une grande majorité de grévistes. Le reporter d'Europe numéro 1, Gilles Schneider, est aux côtés de Georges Segui, le patron de la CGT, quand il prend la parole devant les ouvriers de Renault-Billancourt. 29 heures durant, nous avons livré bataille face à un adversaire tenace. Le Conseil national du patronat français a accepté de payer 50% des salaires pendant la durée de la grève avec une modalité de récupération selon les cas. Ne nous méprenons pas, camarades. Rien n'est signé. Refus de la base, et partout en France, la réaction est la même, à commencer par Marseille, comme le constate le correspondant d'Europe numéro 1, Eugène Sacomano. À Marseille et dans la région, rien ne s'arrange, bien au contraire. La base de ces mêmes syndicats ne semble pas vouloir accepter les négociations. Dans le secteur public, les piquets de grève sont toujours en place et les responsables des comités commandent sévèrement l'attitude des représentants nationaux de la CGT. Les ports de Rouen et du Havre sont toujours paralysés. Au Havre, 20 000 travailleurs ont défilé ce matin dans le calme. Aucun bateau n'entre ni ne sort. À Toulouse, aujourd'hui, les adhérents de base des syndicats CGT et CFTC considèrent les avantages obtenus comme étant très insuffisants. Le jour des accords de Grenelle, un rassemblement est organisé au stade Charletti à l'appel de l'UNEF. 35 000 personnes s'y rendent. Guy Claes est présent pour Europe numéro 1. Il n'y a pas que des étudiants à ce meeting, il y a des employés, des ouvriers, beaucoup d'intellectuels, des lycéens, des militants aussi, des faux, de la CFDT, et j'en ai vu aussi, il faut le dire, de la CGT. Il y a ici des ouvriers, des travailleurs, des étudiants, des enseignants qui veulent en finir avec le pouvoir gaulliste. À ce rassemblement est présent en simple militant du PSU Pierre Mendès France. Il ne prend pas la parole, il le fait 2 jours plus tard lors d'une conférence de presse. Nous ne savons plus très bien aujourd'hui où en est le régime. Nous ne connaissons pas ses intentions, ses décisions. Nous ne savons pas s'il y a encore un gouvernement. Si à brève échéance, le régime tout entier n'aura pas reconnu son échec et s'il en aura tiré des conclusions. De son côté, François Mitterrand, le président de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, propose un gouvernement provisoire dirigé par lui-même ou par Pierre Mendès France. Et en cas d'élection présidentielle, il sera candidat. Sur Europe numéro 1, les auditeurs s'interrogent sur l'action et même sur l'existence du pouvoir en place. On nous a habitués depuis un certain temps à ce que ce soit le général de Gaulle qui tranche tous les problèmes au point de vue intérieur. Alors, je me pose la question suivante. Le général de Gaulle est-il devenu incapable de pouvoir régler un problème intérieur? Et alors, à ce moment-là, on se demande pourquoi nous les payons et pourquoi ils sont là. Mercredi 29 mai, 11h, le général de Gaulle appelle brièvement au téléphone Georges Pompidou et il finit par une phrase inhabituelle qui inquiète le Premier ministre. « Je vous embrasse ». Aussitôt après, et dans le plus grand secret, il se rend à Baden-Baden rencontrer le général Massu, commandant en chef des forces françaises en Allemagne. L'aide de camp du chef de l'État, l'amiral Floïc, et du voyage, en 2008, il racontait sur Europe 1 les coulisses de cette disparition. Quand nous sommes arrivés sur la pelouse, Massu était au garde à vous, le général est descendu, et il a aussitôt provoqué Massu. Elle lui a dit, alors Massu, tout est foutu. Foutu, c'est-à-dire tout ce que nous avons fait depuis 1940. Et Massu a eu une parole qui m'a beaucoup réconforté d'ailleurs, c'était « Un homme de votre prestige a encore des moyens d'action ». Quand j'ai revu le général à 16h, j'ai trouvé un homme complètement transformé. Il avait pris sa décision. Je considère que l'action de Massu a été certainement déterminante. Déterminante. Au cours de l'entretien avec le général de Gaulle, le général Massu a trouvé les bons mots, il le reconnaît. J'ai employé des mots qui m'ont paru sur le moment, quand ils sortaient de ma bouche, de mon cœur, assez dur, pour que j'hésite par moment, en me disant, bah, est-ce que tu es fou de lui dire des choses pareilles? Et puis c'est lui qui, à ce moment-là, s'est relevé, puis qui m'a dit, continuez, continuez. Alors j'ai dit, bon, ben ça va, je suis sur la bonne voie. Alors là, j'ai foncé, quoi. La disparition du général de Gaulle va durer 24 heures. Le 30 mai, il réapparaît, réunit un conseil des ministres extraordinaire et prend la parole à la radio pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Aussitôt le discours prononcé,
plusieurs centaines de milliers de personnes convergent vers les Champs-Élysées et la place de la Concorde. Depuis plusieurs jours, des soutiens au général de Gaulle avaient appelé à manifester. Un fidèle du général de Gaulle, le député de Paris, René Capitan, exulte. C'est le de Gaulle des grands jours. Chacun l'a compris dans le pays, et moi tout le premier. C'est pourquoi le pays l'entendra et le suivra. Pendant toutes ces semaines, la rédaction d'Europe numéro 1 s'est constamment interrogée sur la manière de couvrir et raconter ces événements. À l'époque, tout était nouveau dans cette façon de faire de la radio. Les propos de Maurice Siegel, le directeur général de la station, diffusés sur Europe numéro 1 en 1968, restent aujourd'hui encore d'actualité. Le travail que nous avons à assumer n'est pas un travail facile, vous devez l'imaginer. Il est difficile pour un reporter qui se trouve dans la rue de donner immédiatement, sur le champ, ce qu'il voit, ce qui se passe, parce que ça peut être un nouvel appel à l'émeute. Et l'émeute, ça peut amener des morts et du sang. Nous avons fait un travail d'informateur dont nous sommes fiers, je vous le dis et le répète. Nous ne prenons pas le micro pour y déverser n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle cette information, nous tenons de la manier avec prudence. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuerons de faire. Europe 1, mai 68, la révolte sur les ondes.